Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Goûter, le podcast qui va à l'encontre de personnes créatives qui donnent vie à leurs idées. Vous êtes actuellement en train d'écouter la partie 1 de l'interview avec Marine Lebourge, la partie 2 sera disponible le 23 mai. Aujourd'hui, Marine va nous parler de son parcours, de son univers, de ses outils et de ses projets. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Chocolatine, miam miam. Bonjour Marine. Bonjour Arthur. On est dans des conditions un peu particulières vu que, avec le confinement et vu que tu n'habites pas dans la même ville que moi, c'est compliqué. Donc je suis à Nantes, tu es à Bordeaux. Tout à fait. Je vais t'essayer de te présenter, donc qui es-tu, que fais-tu? Et ben du coup moi c'est Marine. On me connaît aussi sous Studio M et aussi Atelier M. J'ai 26 ans et je suis du coup directrice artistique et je suis également illustratrice depuis à peu près maintenant 1 an et demi. Et j'habite depuis 1 an maintenant à Bordeaux après 6 ans passés à Paris. Ok. Et ton parcours scolaire, si tu veux nous en parler, c'était quoi? Parcours classique ou plutôt un peu différent? Alors, un peu différent, un peu tortueux. J'ai commencé en fait par un bac ST art appliqué. Je savais que j'avais déjà envie de faire des études d'art, mais c'était super vaste. Et du coup, je suis rentrée par toute la partie un peu plus design, design d'objets, histoire de l'art, que j'ai adoré. Et j'ai continué en rentrant dans une école de communication, graphisme, un peu game design, parce que j'étais partie là-dedans en me disant je vais être game designer, je veux genre créer les décors du prochain Assassin's Creed. Enfin vraiment déjà un peu touché pas mal au dessin et à ces univers-là à ce moment-là. Et je me suis rendu compte en fait que ça me convenait pas du tout, que l'univers du game design était assez fermé, en partie aux femmes et tout, et du coup ça me correspondait pas trop. Et je me suis réorientée du coup plus vers la direction artistique. Et j'ai fini ma licence à Bordeaux et je suis montée pour faire mon master à Paris en changeant d'école, dans une école du coup de vraiment plus DA édition, qui me correspondait à 1000%, où en plus j'ai pu faire des stages dans une agence. Pendant quasiment 2 ans, j'ai fait stage et contrat pro là-bas. Oui, du coup, ça m'a beaucoup plu et c'est vrai que le stage, ça m'a permis de me rendre compte que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire, la direction artistique, que je voulais pas faire de la pub, que j'avais envie de créer des univers de marque, être en rapport avec des clients et vraiment créer des identités de A à Z en fait. Et voilà. Donc du coup, tu as fait donc un parcours complet en bac plus 5. Ouais. Et au final, tu t'es lancé en freelance tout de suite ou c'était le fait d'être en stage et en contrat pro qui t'a donné envie de faire ça? Alors pas du tout, j'étais hyper effrayée par le freelance. Et en fait, pendant mon école, j'ai eu la chance de faire enfin, j'ai fait un stage de 9 mois en agence, dans une agence. Ensuite, ils m'ont pris en freelance pendant que j'étais encore à l'école. Ensuite, j'ai fait mon contrat pro pendant 1 an chez eux. Et moi, mon goal ultime, c'était d'être pris en CDI en sortant d'école là-bas. Et en fait, il s'avère qu'ils n'avaient pas de place de CDI disponible quand j'ai fini mon école. Et j'avais super peur du freelance et je me suis dit, c'est pas grave, je m'octroie 2 mois de vacances. Franchement, je descends juillet-août à Bordeaux, profiter un peu de mon été et je remonterai à Paris pour trouver du taf en septembre. Et en fait, il s'avère que des clients que j'avais eu du coup grâce à cette agence-là, des freelances avec qui j'avais déjà bossé un peu quand j'étais en agence, qui m'ont contacté, qui m'ont dit bah écoute, on a un peu de taf, est-ce que ça te dit? Moi j'étais là, bah, j'ai pas de travail, donc autant prendre des petites missions par-ci par-là, ça m'engage à rien, et puis de toute façon je rentrerai en CDI en septembre. Et en fait, quand je suis remontée à Paris, j'étais full freelance. Et on va pas se mentir, je gagnais mieux ma vie que si j'étais rentrée en agence. Ça fonctionnait bien. Donc je me suis dit, bon, écoute, pourquoi pas, lance-toi, tu verras bien ce que ça donne. Au pire, tu peux toujours faire machine arrière quand on a envie. Et puis en fait, ça s'est jamais arrêté. Genre, le freelance marche depuis quasiment 5 ans maintenant. Et j'ai même monté mon studio il y a 1 an après avoir commencé. Donc voilà, c'est venu assez naturellement, alors que c'était absolument pas du tout ce que j'avais envie de faire. Et en fait, c'est génial. Et justement, le côté freelance, on en a déjà parlé beaucoup avec d'autres personnes dans le podcast, mais ça t'apporte aussi une liberté de choix de contrat ou de sujet, qu'on discutera peut-être un peu plus tard dans l'interview. Mais est-ce que c'était une des raisons aussi pour laquelle tu t'es dit, en fait, c'est pas mal le freelance? Ouais, alors ça, c'est venu plus tard. Parce qu'au début, c'est vrai que je bossais beaucoup pour d'autres agences et du coup, je profitais de leurs clients, mais t'as pas ce plein pouvoir de choisir pour qui tu travailles. Et c'est venu un peu plus tard quand j'ai commencé à avoir mes propres clients et quand j'ai commencé à avoir un gros client qui en fait a voulu me faire rentrer dans sa boîte, qui était à Londres. Et en fait, ils ont voulu vraiment m'embaucher. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse un choix. Est-ce que j'ai envie de rentrer dans une marque vraiment et devenir DA pour la marque?
où est-ce que je veux rester en freelance? Et là, je me suis dit, non, mais en fait, j'aime trop faire 1000 projets différents, avoir 1000 clients et 1000 sujets complètement différents. Et je serais beaucoup trop frustrée de rentrer et de travailler pour une seule marque après avoir connu toute cette diversité et cette liberté, quoi. Ok, bah est-ce que tu as des trucs à ajouter sur ton parcours? Sinon, je vais poser la question que je pose tout le temps. Non, écoute, on a fait le tour. Bah, je pense qu'on reparlera peut-être un peu du freelance et tout, de la manière dont on trouve des clients un peu plus tard. Mais non, sinon, non. C'est tout sur la prospection après tout ça où j'ai pas eu à en faire. Du coup, j'ai pas tellement de choses à apporter de ce côté-là. Euh, donc, ok. Et du coup, je pose la question que je pose tout le temps, du coup. Est-ce que tu kiffes ce que tu fais? J'adore ce que je fais. C'est ma passion. Et de toute façon, je pense enfin, c'est des métiers que tu es obligé de kiffer. Sinon, tu meurs. Parce que tu passes. Non, mais vraiment, on passe des heures carrées, surtout en tant que freelance. Enfin, même dans certaines agences aussi, on passe des heures carrées à faire ce qu'on fait. On y passe des nuits, on y passe des week-ends. Si c'était pas un métier passion, je pense que les gens le feraient pas et partiraient tous en burn-out. Enfin, ce sera, sincèrement, c'est un métier que tu peux pas faire si t'aimes pas ce que tu fais. Donc, c'est un truc qui est hyper raccord et ouais, c'est ma passion et je changerais le métier pour rien au monde. Vraiment, je referais exactement le même parcours avec les mêmes boulettes pour en arriver au même résultat. C'est trop bien. Trop bien. Puis je suppose que ça évolue. Enfin, ce qui te plaît maintenant, ce sera peut-être pas la même chose dans 5 ans. Ouais, Et le marché bougera peut-être aussi, donc tu évolues en fonction du marché. ouais, complètement. Et puis même en fonction de ce que tu réalises aussi, tu vois, je sais que j'ai commencé avec enfin, j'ai vraiment commencé au tout début, c'était un peu dans la mode. Et je tatillonnais un peu, tu vois, je sentais que je me sentais pas encore vraiment prête à rentrer là-dedans. Puis en fait, avec mon expérience, je me sens bien plus prête maintenant et je reviens à la mode. Du coup, mon parcours est hyper fluide et je travaille avec plein de gens différents. Et tout ça, ça me fait évoluer de ouf en fait. Et mes clients évoluent en même temps, donc c'est trop intéressant. Trop bien. Bah du coup, parfait. Donc tu sais ce que tu fais, et j'avais vu que tu faisais, donc il y avait Atelier M d'un côté et Studio M d'un côté. Est-ce que tu peux, en quelques mots, expliquer la différence entre les deux? Donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec Atelier M, on a une illustration qui peut vivre complètement seule. Vraiment, c'est presque une illustration plaisir qu'on peut faire. Voilà, ça peut être pour un particulier, mais ça peut être une émission, mais l'illustration est vraiment vouée à vivre seule. Alors que quand j'en fais avec Studio M, il y a quelque chose de plus rigoureux, il y a une méthodologie qui est mise en place pour qu'en fait, mon illustration, elle rentre dans une identité et dans une charte graphique en fait pure, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas vivre seule, elle rentre dans un univers. Et la différence, elle se fait vraiment là-dessus. C'est un côté plus méthodique quand tu travailles avec Studio M, où j'ai quand même plus de liberté. Quand c'est avec Atelier M, il y a quelque chose de plus fait main, vraiment, où j'ai simplement plus de liberté. Ok, bah, c'est plus clair. Eh ben écoute, tant mieux, c'est parfait. Je vois les choses plus claires, de manière plus claire. Mais c'est bien aussi de pouvoir préciser et mettre des mots sur des trucs. C'est un vrai challenge, parce que même pour moi, de me dire, voilà, je sais pourquoi j'ai mes deux structures, et dans ma tête, c'est clair, mais à expliquer et définir, c'est pas toujours évident, et c'est assez flou, c'est assez flou. Mais ça se précise. Nickel. Bah nous on va partir du coup sur ton univers. Oui, chocolatine, miam miam. J'ai noté deux mots que tu as réunis sur ton site dans un concept. La femme, le sacré, et donc le féminin sacré. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet univers, déjà si c'est juste, ou il y a d'autres choses dans ton univers que j'aurais pas forcément vu? C'est bien résumé. Je sais pas où tu as été choper ces mots-là, mais c'est bien foutu. Non, on est assez juste. Alors, le côté sacré, et moi je le prends en termes très larges, c'est-à-dire que j'ai un univers depuis toute petite qui est hyper dans la mythologie. Voilà, c'est des choses qui me plaisent énormément. J'ai toujours baigné là-dedans, que ce soit grecque, égyptienne, nordique. Voilà, donc tout le côté sacré, il est plus là-dedans. Sur le côté sacré, c'est aussi tes cours d'histoire de l'art qui remontent, non? Ouais. Et c'est vrai il y a l'histoire de l'art. Enfin, en fait, je suis rentrée vraiment dans l'art par l'histoire de l'art. C'était un milieu qui me paraissait assez flou et j'ai eu la chance d'avoir une prof d'histoire de l'art qui était juste passionnante et qui nous a appris aussi le côté sacré dans une œuvre, tu vois, qui n'est pas forcément religieuse ou quoi que ce soit, mais comment l'artiste peut amener une vision sacrée de son œuvre. Et je trouvais ça juste incroyable par les ombres, la lumière, les courbes. Il y a mille et une façons de le traiter. Quand tu dis ombre, lumière et le sacré, j'ai une image en tête, c'est la pluie d'or de Zeus qui arrive dans la tour, je sais plus laquelle. Oui, oui, c'est un mythe. Oui, 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 enfin, c'est un des mythes de Zeus qui adore féconder les femmes de mille et une façons. et, euh,
Mais oui, oui, mais en fait, tout est relié, en fait. Tu te rends compte que quand tu commences à étudier l'histoire de l'art, les mythes, ils s'inspirent l'un de l'autre, en fait. Bah, l'histoire se répète un petit peu, c'est comme Joseph Campbell dans son livre Le héros au milieu d'un visage. Ok, je n'ai pas lu. T'as pas non plus 36 000 archétypes quand tu écris, t'as pas non plus 36 000 archétypes de héros. T'as quelques traits qui sont communs, mais au final, genre par exemple un Ulysse aura les mêmes traits de caractère qu'un Achille, Ouais, qui aura un même trait de caractère qu'un Jason Bourne, tu vois, enfin ou un James Bond, peu importe, ouais, bien sûr. qui se répercute au fil du temps avec des valeurs à moderniser à chaque fois, mais pour autant, ça reste la même base de héros. Exactement. Et c'est assez impressionnant parce que quand tu commences à étudier tout ça, tu te rends compte qu'en fait, c'est les mêmes. Genre, voilà, il y en a juste un qui va être plus ténébreux, l'autre, en fait, il va être plus gentil. Mais foncièrement, en fait, c'est les mêmes et on prend les mêmes et on recommence. Enfin, c'est vraiment ça. On a ce truc-là qui est assez ancré. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je me rends compte que c'est bien l'homme au milieu d'un visage, et j'anticipe sur ta carte blanche, mais quid de la femme? Et oui, et oui, mais parce qu'on a décidé que l'homme avec un grand H, ce serait l'homme avec un petit H. Et donc, du coup, tout de suite, on se rapporte ça au masculin. Et c'est super dommage parce qu'il y a les femmes aussi ont plein de visages et des archétypes aussi hyper vastes, du coup, pas suffisamment explorés. Mais, mais oui, oui, c'est des. Enfin, même quand au tout début, tu vois, de mes écoles et quand j'ai commencé à faire du game design, tu as forcément ce truc de storytelling qui est abordé, où on te demande de créer une histoire, même pour un jeu de plateau ou pour un jeu vidéo, enfin, le truc reste le même, et où en fait, les archétypes, ils sont déjà créés, quoi. Tu sais que tu as ton héros, tu sais que potentiellement, tu peux avoir un anti-héros si tu as envie d'être un peu fun, mais en fait, dans la vraie vie, tu l'as vu genre 1000 fois, ton anti-héros. T'as le mec qui va être un peu en dessous et qui va venir filer un coup de main de temps en temps, mais en fait, c'est celui qu'on préfère parce que les héros, ben, on l'a vu mille et une fois. Donc, ouais, c'est vite vu et revu, pardon. Et en histoire de l'art, c'est un peu pareil. Hein. T'as toujours les super-héros qui sont mis en avant, t'as toujours les mêmes histoires. Enfin, c'est assez redondant en fait. Quand tu regardes bien, les histoires sont tout le temps les mêmes. Enfin, les protagonistes changent, sauf les dieux qui ont toujours envie d'aller voir à droite à gauche, mais globalement, à part les prétendantes qui changent, les histoires sont les mêmes, quoi. Non, c'est vrai. Donc voilà pour la partie sacrée très vaste. Ouais, on a un peu dérivé, mais du coup, ça termine sur le féminin. C'est une bonne transition sur le féminin. C'est très bien fait, et très bien fait ce podcast. Mais ouais, bah le féminin c'est venu parce que j'ai commencé des cours de nu en fait. C'est venu comme ça à l'école. Dans mon parcours, j'ai dû faire des cours des modèles vivants. Et c'est là où j'ai découvert que c'était une véritable passion, puisque j'adore ça et je continue même à en faire maintenant du modèle vivant. Je trouve ça à la fois super, super stimulant de dessiner quelque chose qui est vivant, qui bouge, et de considérer que ça littéralement comme un objet. Parce qu'en fait, quand on dessine un modèle vivant, on dessine presque une nature morte. En fait, hein. On a quelque chose qui bouge en face de nous, mais on représente des formes, des courbes, des arrondis. C'est vraiment passionnant quand on apprend à positionner les ombres, les lumières. Je pourrais en parler des heures. Et bref, mon rapport vraiment à la femme est venu comme ça, parce que je me suis rendu compte que quand on avait des modèles qui changeaient régulièrement, ce que je préférais dessiner, c'était les femmes, parce que je trouvais ça plus intéressant, tout simplement dans les courbes à dessiner. Et ça m'a suivi en fait tout au long de mes études, où j'ai toujours dessiné des femmes. C'est toujours les personnages féminins qui m'ont le plus intéressée. Je les trouvais toujours un peu plus profonds et avec plus de caractère que les personnages masculins. Et en fait, quand je me suis mis à dessiner un peu plus professionnellement, avec des gros guillemets sur Instagram et tout, c'est vrai que naturellement, je me suis réorientée vers les femmes et c'est ce qui m'intéresse en fait, foncièrement. Je trouve qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de mythes à raconter qui le sont mal. Il y a beaucoup de sujets à aborder, même sur le corps, sur la sexualité ou pas d'ailleurs. Euh, voilà, c'est un sujet qui, je trouve, très vaste et pas suffisamment abordé. Donc, euh, donc moi, je décide de l'aborder de mille et une façons au travers de mes illustrations et c'est un vrai parti pris de ne pas faire d'homme et de ne pas vouloir faire d'homme. C'est intéressant du coup parce que ton art est exposé en partie sur Instagram. Ouais, C'est des femmes. ouais, Est-ce que le corps de la femme sur Instagram est accepté? non. Non, il n'est pas accepté et c'est terrible. C'est vraiment compliqué. Hein.
On en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais c'est vraiment compliqué de se battre en permanence pour faire accepter enfin, surtout des illustrations, quoi. Et c'est terrible parce qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures entre des illustrations de femmes où on voit un corps nu, ou de toute façon, enfin, généralement, je cache toujours un peu le sexe ou un peu la poitrine, parce que je sais qu'il y a de tous les âges qui atterrissent sur ma page Instagram, et voilà, j'ai envie que tout le monde puisse le regarder. Et pour autant, de l'autre côté, on retrouve des comptes de femmes complètement nues et ça ne pose aucun souci. Et tant mieux, mais je ne comprends pas pourquoi on peut censurer des illustrations. Et de l'autre côté, quand c'est des femmes hyper sexualisées, ça ne pose aucun problème. Il y a vraiment deux poids, deux mesures sur le like et la visibilité sur Instagram qui est un peu désolante, quoi. Genre, tout le monde devrait avoir le choix de faire ce qu'il veut sans être censuré. Mais on n'en est définitivement pas encore là, quoi. Surtout du dessin. Surtout du dessin. Mais j'ai envie de dire, même, enfin, il y a des. Je m'inspire beaucoup de photos de nus qui sont faites par des photographes et qui atterrissent sur Instagram. Et c'est juste magnifique. Et j'ai envie de dire, tout le monde pourrait faire ce qu'il veut, même les femmes qui ont envie de montrer leur sein ou leur corps nu. Enfin, genre, qu'elles le fassent, quoi. Et juste qu'on nous laisse cette liberté d'expression et de gérer nos corps comme on en a envie. Et montrer un corps ne veut pas forcément dire le sexualiser tout de suite, quoi. Mais apparemment, pour Instagram, si. Ah, c'est super intéressant parce que du coup, tu vois, pour refaire un parallèle avec le féminin sacré, le côté sacré, donc religieux, quelle que soit la religion, le corps de la femme a toujours été caché, tabou, Ouais, ou en tout cas instrumentalisé. c'est hyper intéressant en fait quand on se plonge dans l'historique, dans l'histoire même pure, tu vois. Moi, je me suis toujours rapportée à l'histoire de l'art parce que c'est quelque chose que je maîtrise, tu vois, et même dans les statues grecques ou quoi que ce soit, tu pourras remarquer, enfin, je sais que pour ceux qui sont à Paris, il y a les Nocturnes du Louvre où on peut aller se promener dans les galeries des statues, tout ça, c'est juste magnifique. Et les hommes sont très très souvent représentés nus, où il n'y a aucun souci, voilà, le sexe d'homme est représenté sous toutes ses formes, toutes les positions, et la femme a toujours un léger voile, tu vois, pour cacher ses intimités, enfin, son intimité, sa poitrine, genre cacher ce sein que je ne saurais voir, alors que les hommes, alors là, il n'y a aucun souci, hein. Au contraire, d'ailleurs, enfin, c'est prouvé, c'est-à-dire que montrer que les hommes avaient un petit sexe, c'est-à-dire qu'ils étaient d'une grande intelligence, donc montrer le sexe masculin prouve leur intelligence, alors que surtout, faut cacher l'intelligence des femmes au maximum sous plein de vêtements, et, et c'est terrible, vraiment, c'est une histoire qui nous poursuit. Il me semble qu'il y avait eu quand même une partie de l'histoire, je sais plus quelle période, où ils avaient rajouté des feuilles de vigne, Ouais, cacher un peu les sexes masculins, mais je sais pas dans quel contexte ni pourquoi. et ça arrivait avec le début du christianisme, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'avant, on avait complètement l'habitude de montrer des hommes et des femmes nus, et c'était d'ailleurs, enfin, c'était très répandu, enfin, il y avait vraiment aucun problème avec ça. En fait, peut-être qu'ils distinguaient le corps de la sexualité, Ouais, exactement. ce qui a été impliqué et ce qui pose toujours problème aujourd'hui. Un corps est un corps, alors que bah, c'est ce raccourci qui peut être fait entre, tu parlais tout à l'heure de poitrine nue, qui peut être sexualisé, alors que tout autant, ça peut avoir une fonction juste humaine ou nourricière, Ouais, c'est ça. et pas forcément sexualisée. Ah non, et pour autant, tu vois, et tout de suite, il y a eu des débats encore il n'y a pas très longtemps sur les femmes qui osent nourrir leurs nourrissons, tu vois, donner leur sein à leurs nourrissons dans la rue ou dans un terrasse de café, et tout de suite, les gens s'insurgent de voir une poitrine sortie, alors que foncièrement, elle donne à manger à son enfant. Enfin, c'est. Et te dire que les gens sont encore outrés de voir genre un sein sortir pour nourrir un bébé, enfin, tellement, on est à quelle époque, quoi? Enfin, je veux dire, en plus, on a suffisamment. Enfin, et c'est ce qui est terrible. Je veux dire, on voit tellement de contenu hyper sexualisé partout. Enfin, je veux dire, des poitrines, on en voit à tout va. Et les gens s'insurgent pour une maman qui donne le sein à son enfant, quoi. Enfin, c'est aberrant. Mais du coup, pour revenir à ton travail, Oui, le sujet principal c'est la femme, mais il y a aussi beaucoup de travail sur la couleur. oui. Ouais, j'ai un travail de la couleur qui. Alors, il faut savoir déjà que les trois dernières, donc si je dis pas de bêtises, c'est Hathor, La magicienne et Artémis, ça fait partie d'un plus grand projet qui est un oracle que je suis en train de réaliser à côté. Et donc là, c'est un petit teasing de cartes. Mais du coup, bon, ça, je pense qu'on en parlera un peu après. Mais donc là, c'est vrai que le traitement de la couleur, il est hyper spécifique parce qu'il y a des ambiances. Mais de manière générale, quand je travaille, que ce soit à l'Amazon ou The Bass ou les dernières que j'ai faites, genre Lady Bird, tout ça,
Généralement, c'est des environnements que j'ai envie de mettre et un ressenti général assez soit de profondeur ou alors je sais que j'ai traité à un moment donné aussi les signes astrologiques. J'avais fait le scorpion ou la balance, tout ça. Et du coup, je me renseigne vraiment sur les univers que j'ai envie de créer, sur les sentiments que j'ai envie de donner aux personnes. Et je choisis mes couleurs aussi en fonction de tout ça parce qu'il y a toute une signification dans les couleurs. Il y a un véritable langage de la couleur. Et, euh, et tout ça, enfin, c'est un mélange que je fais des études que j'ai eues aussi, des études de sociaux qu'on peut avoir, voilà, où on sait que la couleur amène tel sentiment à une personne. Donc je sais que si j'ai envie de créer quelque chose de très profond, je vais utiliser des bleus de nuit et je vais avoir des sentiments un peu plus apaisés. Enfin voilà, c'est toute une réflexion aussi que j'ai dans mes illustrations qui sont pas juste un choix de palette de couleurs parce que je les aime, mais parce que j'ai envie de faire passer un vrai message ou du moins une sensation ou une ambiance générale, quoi. Voilà. Et il y a le doré aussi, le doré qui revient souvent. Oui, j'ai une passion pour la lumière, vraiment. Et en fait, avec le doré, j'ai réussi, en traitant d'abord les bijoux, parce que c'est un truc dans les détails, j'aime beaucoup travailler plein de bijoux sur mes femmes. Et en fait, j'ai commencé à traiter la lumière comme ça au travers du doré, à trouver les reflets, comment amener plus de lumière à mes illustrations et du coup plus de profondeur aussi. Et je me suis rendu compte que c'était une couleur que je trouvais très chaude et qui tout de suite pouvait raviver une illustration et ramener un peu une une touche un peu spéciale, quoi. Il y a aussi beaucoup d'animaux. Je vois là, ce que du coup dans ton univers, donc il y a la femme, mais je vois qu'il y a des animaux. Là, je vois des papillons, je vois des monarques, je vois un hara, des chats, des, des chats. Des chats. Oui, parce que j'ai eu peur de m'enfermer aussi. Je pense qu'il y a cette peur. Il y a plein de peurs dans l'illustration. Il y a ce truc de est-ce que j'ai le droit d'avoir un style ou deux ou trois ou mille. Est-ce que j'ai aussi peur de faire tout le temps la même chose, tu vois, de me dire est-ce que je m'enferme pas à faire que des portraits de femmes. Et du coup, on cherche perpétuellement à se renouveler et à stimuler aussi les gens qui nous suivent. Tu vois, j'ai envie qu'ils soient surpris, j'ai envie de leur faire des choses qui plaisent, qui changent, que ce soit pas trop redondant. Et en fait, je me suis positionnée sur les animaux un peu par hasard parce qu'une de mes amies sur Instagram a lancé un challenge et du coup je me suis dit ok c'est peut-être le moment de regarder si je sais toucher un peu aux animaux, savoir si je sais les dessiner aussi parce que j'avais jamais essayé et je me suis rendu compte que ça me plaisait et que en plus ça pouvait apporter un peu plus de signification ou de profondeur ou de sens aussi à mes illustrations et j'ai commencé à m'amuser comme ça avec les animaux et à en mettre en fait de plus en plus quoi. Et voilà, j'essaie toujours qu'il soit vraiment en accord avec ce que je veux dire dans mon illustration, parce que c'est important. Qu'il sorte jamais de nulle part. On verra jamais un papillon alors que c'est pas ce que j'ai envie de raconter. Et, et voilà. Et du coup, comment est-ce que tu nourris ton art? D'où ça vient? Enfin, t'as parlé d'histoire de l'art auparavant, mais est-ce que t'as des sources d'inspiration qui te disent un film, une série, un livre, une expo, peu importe, où tu te dis, ah ouais, ou un sujet de société, qui te dit, ouais, là j'ai envie de faire un truc, ça me parle et je vais ressortir un truc. Oui, mais c'est plus dans la manière dont je me nourris en termes d'image. C'est là où, vu que je fais de la direction artistique, en fait, je fais aussi beaucoup de shooting et j'ai accès à beaucoup de mannequins, de shooting qui a été fait auparavant. Je suis beaucoup de photographes et je pense que c'est plus ça qui me nourrit dans mes inspirations. C'est-à-dire que je vais voir une pause et je vais me dire oh, ok, j'ai envie de raconter ça, tel sujet, alors un mythe ou un sujet de société. Mais moins les sujets de société parce que j'ai l'impression que c'est des choses qui sont beaucoup racontées par des illustrateurs qui sont beaucoup plus justes que moi sur ces sujets-là. Et j'ai envie d'un peu plus de légèreté, même si des fois mes illustrations sont pas toujours hyper joyeuses ou quoi que ce soit, mais je préfère traiter de légèreté et je m'inspire beaucoup de shooting en fait. Je vois des femmes et je me dis, oh, mais en fait, elle, je l'imagine dans des roseaux en train de prendre son bain et, et du coup, je me dis, ok, j'ai envie de la faire comme ça. Ou de personnalité aussi. Parce que forcément, dans les gens que je suis ou que j'ai pu rencontrer, il y a des personnalités qui sont super fortes. Il y a des gens aussi que j'ai dessinés genre rapidement et en fait, tu commences à discuter avec les gens sur les réseaux et ils sont hyper intéressants, ils ont beaucoup de choses à raconter et du coup, tu as envie de leur rendre hommage aussi au travers d'une illustration. Donc c'est plus tout ça mes inspirations, vraiment les gens, leur corps, les postures qu'ils prennent, les idées qu'ils transmettent, c'est plus de cette manière-là que je me nourris.
Trop bien. Est-ce que tu as d'autres trucs à dire sur ton univers ou on passe aux techniques et outils? Non, c'est pas mal sur l'univers, je crois. J'ai déjà bien parlé, je crois. Ok, bah du coup on va passer sur la partie techniques et outils. Chocolatine, miam miam. Je dis peut-être des bêtises, il me semble que tu utilises un iPad, Tu dis pas de bêtises. donc Procreate, Complètement. et Photoshop. Photoshop à mes débuts. C'est, c'est un truc que je me suis rendu compte au fur et à mesure des interviews que je faisais avec les gens, c'est que au tout début, c'était donc en 2019, il y a déjà des iPads qui étaient suffisamment puissants pour faire justement tourner Procreate, mais c'était pas encore autant répandu dans le milieu de l'illustration ou du graphisme. Et j'ai l'impression que maintenant, tous les gens avec qui je fais des interviews ont un iPad et Procreate et fini la suite Adobe. Non, mais c'est en fait, c'est ce qu'on trouve une fluidité dans la réalisation qui, en fait, qui est assez incroyable. Mais il y a deux écoles réellement. C'est-à-dire qu'il y a l'école, mon école, des gens qui en fait dessinent aussi à côté à la main. Et qui ont vraiment ce truc de dessin à main. Et en fait, quand tu fais du dessin à la main, on est frustré avec Photoshop et la tablette parce qu'on ne retrouve pas ce truc de voir ce que tu dessines. Enfin, à moins d'avoir une Syntix qui coûte genre 2000 euros, mais bon, on n'est quand même pas sur le même budget. Mais sinon, si tu as une tablette Wacom classique, bah, c'est compliqué de retrouver ces sensations-là, qui est juste incroyable avec l'iPad parce qu'ils arrivent. Déjà, tu retrouves ta sensation papier, du moins dans le fait de travailler et de voir ce que tu fais en direct mais aussi dans les outils, dans le fait de la pression. Enfin, il y a une gestion en fait de l'outil qui est juste incroyable. Et après, tu as les gens qui ont toujours dessiné avec soit Photoshop, soit Illustrator, et qui en fait restent, coucou, qui en fait restent sur ces outils-là parce qu'en fait ils les satisfont complètement et qu'ils n'ont pas besoin de ce rapport presque au toucher, tu vois, qu'on peut adorer quand on dessine à la main. Ok. Malheureusement, ce podcast n'est pas sponsorisé par Apple ni Procreate. Du coup, on va partir sur une autre partie. Tu parlais de modèles vivants. Ouais, Il me semble avoir vu dans ces stories, et on en discutait, mais pendant le confinement, tu avais des cours en ligne, il me semble, de modèles vivants qui posaient. tout à fait. Est-ce que tu as des recommandations pour les gens qui veulent s'initier ou continuer à découvrir des modèles vivants à travers le numérique, tout simplement? Oui, il y a une super plateforme qui s'appelle le Pan. C'est le site internet, c'est les ateliers du Pan, je crois. Vous pouvez les retrouver sur Instagram, on vous mettra la petite reco avec Arthur. Et en fait, ça a commencé pendant le confinement. Ils ont fait des cours de nu. C'était tous les jeudis. C'est toujours tous les jeudis d'ailleurs. Et tous les jeudis soirs, on a un modèle du coup qui se présente à nous et qui pose. Donc c'est des cours qui sont guidés par Juliette et Margot. Et en fait, on a des petits exercices, donc c'est des pauses qui commencent, je crois que c'est les premières, c'est 30 secondes, et on va jusqu'à 15-20 minutes de pause à la fin, donc c'est des cours de 2 heures. Et c'est super bien guidé. Pour les débutants, comme pour les confirmés, c'est juste trop bien parce qu'on peut soit suivre les cours ou alors bah, faire ce qu'on a envie et juste apprécier la séance comme on l'entend sans forcément suivre les exercices. Donc c'est vrai que c'est super libre. Et elles ont commencé comme ça et en fait elles ont créé une plateforme, bah, je crois au deuxième confinement si je dis pas de bêtises. Et maintenant il y a plein de cours en ligne différents. Donc tu peux avoir, donc tu as toujours les cours de nu, maintenant c'est un jeudi sur deux, mais tu as aussi des cours enfin des cursus en plusieurs cours, genre 3 cours sur la couleur, sur la perspective, sur le collage, sur l'aquarelle, et elles se sont vraiment spécialisées là-dedans sur les cours à distance, euh, sur plein de techniques différentes. Et il y a aussi des cours en présentiel, je crois à Paris et à Lyon maintenant, si je dis pas de bêtises. Parce qu'en fait, tu as plusieurs abonnements, tu as à la séance. Genre moi, je sais qu'il n'y a que les cours de nu qui m'intéressent, donc je fais mes cours de nu 2 fois par mois. Mais tu peux aussi prendre un abonnement à l'année, donc tu en as plusieurs, tu vois, si tu veux un cours, 2 cours, 3 cours par mois, enfin, c'est hyper bien foutu. Mais évidemment, c'est payant parce que bah, tout simplement, il y a un modèle qui est professionnel, qui est là, qui vient poser pour toi, que c'est pas donné à tout le monde de tenir dans une pause pendant 10 minutes, donc ça se rémunère. Et puis tu as des professeurs aussi, parce que quand c'est des cours sur la couleur ou sur la perspective, tu as des artistes et des professeurs qui sont derrière et qui viennent te donner des véritables techniques. Donc comme tirer dans un atelier où tu paierais ta séance, bah, là tu payes ton cours aussi, quoi. Donc c'est hyper raisonnable, enfin, voilà, vu qu'en plus c'est en Zoom, en distanciel, il y a ça qui est pris en compte. Mais très bien. Donc ça, c'est un peu tes outils. Ouais, complètement. Et du coup, en termes d'outils de gestion de ton temps,
Et de ton entreprise, qu'est-ce que tu utilises et qu'est-ce que tu pourrais recommander comme ça à la volée? Rien, je suis nulle. Si, alors j'apprends depuis quelques temps à me servir de Notion, qui est une application. Tu peux te faire des to-do, tu peux te faire des récaps, tout ça vraiment de tes entretiens. Parce que je fais vu que je suis en distanciel, beaucoup de mes clients sont à Paris et moi je suis du coup à Bordeaux maintenant. Donc j'ai beaucoup de calls, de réunions téléphoniques ou par Zoom et je prends beaucoup de notes. En fait, avec Notion, tu peux donc prendre des notes, faire des captures d'écran, les incorporer directement à ta prise de notes, te faire des to-do et en fait te faire un peu des espèces de tableaux par projet. Donc c'est un peu long à mettre en place parce que c'est tout en anglais. Mais du coup, ça, je suis un peu... voilà, je commence un peu à me positionner là-dessus. Mais sinon, je suis pas trop organisée. Genre, j'ai juste mon calendrier Apple où je marque tout dessus. Et, euh, et voilà. Et après, en termes vraiment d'outils pour répartir mon temps, c'est vraiment le seul truc que je fais. Après, c'est des années d'expérience aussi où tu cales tes clients, tu bouges de place, mais tu arrives à t'en souvenir. Et voilà. Trop cool. Et là, je sais que dernièrement, tu as eu un nouvel espace de travail. Est-ce que tu es 100% satisfaite ou tu te dis, j'aimerais bien avoir un peu plus de trucs, par exemple une chaise ergonomique, un truc comme ça. Est-ce que c'est un sujet qui te parle? C'est hyper important comme sujet. On s'en rend pas compte en fait quand on commence. Moi, les 3 premières années, j'ai travaillé sur un canapé avec une table basse qui se remontait. Enfin, c'était un peu l'enfer. Et en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à avoir un bureau, à me dire, ok, je veux le bureau de mes rêves, en fait, c'est hyper important d'avoir une chaise où tu es bien parce que tu passes finalement quasiment 9 heures par jour assise dans ton fauteuil. Je prends maintenant, tu sais, les petits trucs qui permettent de surélever les ordinateurs pour garder le dos droit. Parce qu'en fait, on est tout le temps penché, on est tout le temps en train d'écrire, surtout quand tu dessines en plus. Enfin, voilà, je dessine, je suis quasiment allongée sur ma table pour être le plus précise possible. Donc, c'est plein de petites choses, en fait, qui paraissent pas importantes comme ça, mais mis bout à bout, en fait, quand tu as ton ordi qui est surélevé, quand tu as ton téléphone qui est à hauteur aussi, quand ton iPad, tu as, tu sais, les supports qui sont réglables, en fait, pour avoir l'angle impeccable, en fait, ça t'amène un confort de travail qui est vraiment impressionnant. Donc, c'est plein de petits outils comme ça qui sont très agréables. Après ouais, j'ai un bureau depuis 2 mois maintenant, donc c'est hyper agréable parce que j'ai des murs où je peux faire des photos ou des murs où je peux genre coller en fait les dessins que je suis en train de faire pour juste retrouver un peu d'inspiration, retrouver une autre posture de dessin. Euh, non, je pense que mon bureau est en train de prendre forme. Il manque encore forcément des petits rangements, tu sais, pour que ce soit hyper optimal et pratique dans l'utilisation. Mais j'arrive à quelque chose d'assez satisfaisant globalement. Il me manque un super écran Mac. Voilà, j'avoue, ça ce serait un peu mon rêve. Et on est sponsor Mac un peu, on avoue. Mais c'est tout. Donc toi aussi, t'es plutôt de la team, parce que moi, je suis comme ça. Si je vois pas le truc, j'y pense plus. Genre, je sais pas, genre, un tiroir fermé, c'est le pire ennemi pour moi. Genre, je mets le truc dans le tiroir, c'est fini. Il n'existe plus. Ça n'existe plus. Ah ouais, mais vraiment, c'est le triangle des Bermudes. Le truc, j'ai besoin de voir les choses accrochées ou des visuels d'inspiration ou de dire, ah oui, c'est vrai que j'avais ça à faire ou des trucs comme ça et tout. Mais dès que c'est rangé, c'est rangé. Et c'est ça qui était un peu mon rêve, tu vois, quand je rêvais d'avoir un bureau, c'est avec Instagram, forcément, si tu rentres un peu dans le monde des illustrateurs et que tu discutes, tu te fais forcément plein de potes. Et donc, tu commandes plein d'illustrations parce que c'est tes potes, parce qu'en fait, c'est juste trop beau et que ça t'inspire et que tu adores leur univers. Et là, je me suis fait un mur, tu vois, où j'ai collé plein d'illustrations ben voilà, des artistes qui m'inspirent, que j'adore, qui sont aussi mes potes, qui font de la couleur, qui ont des techniques que je ne sais pas faire, pour avoir voilà, plein d'univers différents. Et, euh, et en fait, de voir tout ça sous les yeux tout le temps, ben c'est hyper inspirant, tu vois. Et avant, c'était genre dans une pochette en attendant d'avoir un mur où les coller. En fait, t'oublies et t'oublies ce que tu es aussi capable de sortir de ta zone de confort et de tester d'autres techniques. On oublie facilement, hein. Franchement, on rentre dans notre petite zone là où on est tranquille, on est bien. Et en fait, exposer tout ça, c'est super stimulant. Parfait, du coup, on va passer au projet maintenant. Chocolatine, miam miam. Bah, du coup, nous voilà dans les projets. J'avais noté deux choses, donc le collectif Medusae et Moya. C'est deux projets qui me tiennent très à cœur. Du coup, il y a le collectif Medusae, qui est donc un collectif de femmes qui a été créé par Aurore Thiel ça va faire 1 an et demi maintenant.
En fait, donc Aurore, qui est une fille que j'ai connue sur Instagram, une illustratrice pleine de talent. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son travail, c'est juste incroyable. Donc, qui a lancé en fait un projet avec des illustratrices qu'elle aimait bien, qui était de créer un fanzine Giant Woman. Donc, un fanzine, c'est un petit magazine qui regroupe des illustrations autour d'une thématique. Et il s'avère que notre thématique, c'était Giant Woman, donc sous toutes ses formes. Donc ça pouvait être soit une femme grande par la taille ou grande par ce qu'elle avait réalisé. Enfin voilà, on avait une possibilité d'interprétation qui était assez vaste. Et donc on s'est retrouvés, on est en tout, on est 20 illustratrices à avoir travaillé autour de ce thème-là et à avoir sorti du coup le fanzine au mois de décembre. On a même fait une box, en fait, on a poussé le truc un peu plus loin, où voilà, on avait donc notre petit magazine, des stickers, des illustrations à l'intérieur, une sérigraphie de Clémence Gouy aussi, qui est une illustratrice incroyable, une de mes références d'ailleurs principales. Et en fait, on a fait ce projet tout ensemble, et on s'est rendu compte que ça marchait super bien, qu'on avait en fait, qu'on était contente de pouvoir se retrouver aussi entre femmes, avoir un peu plus d'impact et de pouvoir sur les projets qu'on pouvait faire. Et qu'en fait, être à plusieurs, ça nous permettait de faire des gros projets aussi, parce que forcément, ça nous permettait de mettre un tout petit peu d'argent chacune, de pouvoir sortir quand même une box, et derrière, voilà, de gagner un peu d'argent sur ces projets-là, de le réinvestir, parce que notre but, c'est voilà, de créer un peu un cercle vertueux d'inspiration et de nouveaux projets. Et donc, suite à cette expérience avec le fanzine, on a décidé de créer un collectif, en fait, de plus juste être un groupe de nanas qui ont fait un projet, mais de créer un véritable collectif. Et pourquoi pas faire des expositions après. Là, on a un prochain projet qui est en train de se créer, qui est de faire un jeu de tarot. Et il s'avère qu'on a du coup chacune une carte à illustrer. Et donc, du coup, on va sortir ce projet de tarot sûrement fin d'année également. Attends, le tarot, il n'y a pas genre 32 cartes? Non, parce qu'on fait uniquement les têtes. On fait simplement les cartes majeures et pas les cartes mineures. L'astuce. Exactement. Et du coup, il y a juste une carte qu'on va rajouter en plus, qu'on a on est une de plus dans le collectif qu'il n'y a de nombre de cartes exactes. Donc on va créer une carte mystère qu'il faudra découvrir en avant-première. Et plein d'autres petites surprises que je ne révélerai pas parce que ce sera tout l'intérêt de découvrir ce jeu de tarot. Donc ça, c'est pour ouais, le collectif Médusae, c'est assez stimulant et voilà, on se retrouve à 20 à avoir plein d'idées de projets. Là, en ce moment d'ailleurs, sur la page du collectif Instagram, on fait des takeovers depuis quasiment un mois maintenant. Donc chacune de nous, pendant une semaine pardon, reprend les rênes du compte Instagram et vous fait découvrir son quotidien, son espace de travail, ses techniques, répond à vos questions. Voilà, pour que vous appreniez un peu plus à toutes nous connaître. Donc voilà pour le collectif Médusae, plein de choses qui arrivent. Voilà, on est fort de propositions, donc c'est super. Et ensuite, du coup, il y a l'Oracle Moya, en effet, qui est un projet qui est en cours, avec du coup Manon, qui est une autrice, qui en fait a écrit 44 cartes d'un oracle, ce qui est un travail énorme et hyper impressionnant, et qui du coup m'a contactée pour que je m'occupe des illustrations de ces 44 cartes, 45 exactement, parce qu'il y a le dos également. Et donc là, on est en pleine création de ces cartes-là. Voilà, je suis en train de créer les 39e cartes d'ailleurs cette semaine. Ah oui. Ouais, beaucoup de travail, parce enfin, je dessine entre 2 à 3 cartes par semaine. C'est pour ça aussi que je suis moins sur Instagram, moins sur les réseaux, parce que j'ai plus le temps de dessiner en perso. Caché, tu peux pas le montrer. Je peux pas le montrer exactement. Alors, on a défini ensemble certaines cartes qu'on montre, voilà, pour susciter l'intérêt, montrer aussi nos avancées, parce que on a trop envie de partager. Du coup, c'est les fameuses 3 cartes dont tu parlais tout à l'heure, Hathor, Artémis et la magicienne. C'est des cartes qu'on a choisi de dévoiler. Donc on montre un peu notre avancée, où en est en fait le travail de l'oracle. Et normalement, si tout se passe bien, on devrait finir notre travail à la fin du mois, donc fin du mois de mai. Ah oui. Ouais, ça arrive vite. Ouais. Et ensuite, on s'occupe encore rapidement du packaging, et puis et l'oracle devrait sortir cet été. Donc c'est pour bientôt. Trop cool. Est-ce que tu as d'autres projets que tu aimerais partager, passé ou présent ou futur? Eh ben écoute, pour l'instant, je sais qu'il y a des potentiels projets à venir, mais rien de concret. Donc je vais surtout, moi, me remettre à mes illustrations perso, parce que c'est vrai que là, j'ai
fait un grand vide et j'ai envie aussi de reprendre mes illustrations, mon style qui a énormément évolué aussi avec Moya, parce que devoir fournir 2 à 3 illustrations par semaine, c'est énorme. Et du coup, j'ai progressé genre de ouf. Donc, je suis super contente et j'ai envie de réexploiter tout ça. Mais sinon assez calme, écoute, assez calme. Ah bon? Parce que pourtant, j'avais cru comprendre que quelqu'un allait peut-être rejoindre d'ici la fin de l'année 2021 Atelier M ou Studio M. Rumeur ou vérité? Vérité? Tu es bien renseignée. Ouais, en fait, il s'avère que j'ai beaucoup de travail. Parce que là, je suis arrivée à un stade où je fais à peu près 70% de direction artistique et 30% d'illustration. Et j'aimerais arriver à 50-50. Mais j'ai beaucoup de clients et de projets, ce qui est vraiment très très cool. Du coup, j'envisage soit eh ben, tout simplement de trouver quelqu'un en contrat pro, de former cette personne-là pour qu'ensuite je puisse l'intégrer à Studio M, ou alors trouver un freelance avec qui créer un véritable binôme. Donc lui il garde ses clients, moi je garde mes clients, mais on se retrouve sur certains projets ensemble, tout simplement pour que ça rebondisse aussi, avoir d'autres inspirations. Enfin, c'est un peu ce qui manque maintenant pour progresser, c'est d'avoir quelqu'un sur qui m'appuyer, avec qui échanger sur les projets. Donc je suis en recherche voilà, active. Si vous avez envie de rejoindre Studio M, n'hésitez pas à postuler. Donc voilà, en pleine recherche. Donc ouais, je vais intégrer des espaces de coworking. Là, je pense que cet été, pour essayer de rencontrer du monde, rencontrer des profils aussi. Voilà, je suis en recherche active. Bah, quel profil justement? Région bordelaise? Ou peu importe? Ou puis quel profil? Alors, peu importe, parce que de toute façon, vu que mon réseau est quand même globalement très parisien, je monte régulièrement à Paris. Et ça me dérange pas du tout d'échanger avec quelqu'un qui est à distance. De toute façon, je pense qu'on en arrive de plus en plus à ce stade-là. Donc, Paris, Bordeaux, New York, peu m'importe. Tant que. Ok, j'exagère un peu. Voilà, tant qu'on peut échanger. Et ensuite, en termes de profil, quelqu'un de créa. Parce que voilà, je veux pouvoir échanger, je veux qu'on puisse mutuellement se porter vers le haut. Mais voilà, s'il y a de l'illustration, c'est forcément un plus, mais je suis pas, je ferme la porte à personne. Si voilà, il y a des gens qui font de l'animation, en fait, je veux vraiment quelqu'un qui puisse m'apporter un plus. Euh, voilà. Après, expérience, c'est vrai que c'est un peu une grosse question qui se pose quand on envisage de, de rentrer en collaboration avec quelqu'un, c'est de savoir est-ce qu'on a envie vraiment de former quelqu'un complètement, quitte à savoir que potentiellement il puisse nous quitter aussi à la fin de son contrat pro et donc du coup il faut tout recommencer, ou alors trouver un freelance, mais auquel cas tout ce qui est rémunération aussi, tout ça c'est pas du tout la même chose, donc ça se réfléchit. C'est mon futur projet, gros projet de 2021. Trop bien, je te souhaite le meilleur du coup. Merci, je te tiendrai au courant. En temps normal, là, normalement, on fait une petite pause, on prend le goûter, mais vu qu'on est à distance, on va pas pouvoir le faire, donc je vous donne rendez-vous le 23 pour la suite, avec les questions bonus et la carte blanche. À très vite. Chocolatine. Miam miam. Merci beaucoup d'avoir écouté cette première partie de l'interview avec Marine Lebourg. Je vous donne rendez-vous le 23 mai pour la deuxième partie. D'ici là, ciao ciao!